Merci d'être sur la télévision. La barre poursuit le journal de ce jour, lundi 16 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce fait divers pour commencer ce journal, c'est à Bangoula sur la route de Tillabéri. C'est une ligne électrique de la Nigélec qui passe à l'intérieur d'un bâtiment en chantier. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur la vie des futurs locataires du dit bâtiment. Un insolite qui pousse à se poser plusieurs questions. Suivez plutôt. Incroyable, vraiment incroyable, c'est même inimaginable. Et pourtant c'est une réalité. Les faits sont là et vérifiables. Des fils de la Nigélec visibles dans un bâtiment à étage en chantier à Bangoula, à quelques kilomètres de la ville de Niamey, sur la route à Tillabéri, juste collé au Centre national de la recherche scientifique CNRS, un peu avant l'ancien poste de péage. En effet, c'est une construction qui est érigée sur la ligne électrique de la Nigélec. Ainsi, à défaut de déplacer les poteaux électriques, les auteurs ont trouvé une ingénieuse idée entre griffes de faire passer cette ligne électrique à l'intérieur de la construction, comme vous le voyez sur ces images. Certainement, une fois cette construction achevée, cette ligne électrique serait cachée dans le plafonnage, sans pour autant mesurer les risques auxquels les futurs locataires de ces bâtiments et même les voisins seraient exposés. Notre constat nous pousse à poser certaines questions. Quel courage pour le maçon et ses manœuvres d'entreprendre ce chantier dans ces conditions? L'idée émane-t-elle de l'architecte et ou du technicien qui supervise les travaux? Les techniciens des services concernés par ce type de construction ont-ils été associés avant le démarrage des travaux? Quelle procédure le propriétaire du bâtiment a-t-il suivi pour avoir l'aval de la Nigélec pour lancer les travaux? Quel risque pris par la Nigélec d'avoir autorisé le passage de sa ligne électrique dans cette construction? Pourquoi la Nigélec a-t-elle accepté cela et dans quelles conditions? En tout cas, autant d'interrogations et de zones d'ombre qui méritent d'amples explications. Le discours prononcé par le président de la République, Mohamed Bazoum, à l'occasion de la fête de la Journée nationale de la femme célébrée le 13 mai dernier relatif à la polygamie, continue à susciter des réactions des concitoyens. Ainsi, pour le président du réseau des organisations et associations du secteur de la santé publique Roassen, Dr Ide Djarmokoy, le président Bazoum doit faire beaucoup attention avec les questions démographiques et il doit par contre encourager la polygamie au vu du contexte actuel du pays. On l'écoute. La démographie du Niger, on doit le gérer. Et le gérer avec beaucoup d'attention, sinon on va par semaine. Si les femmes constituent près de 51 ou 52% de la population, il faudra faire des mécanismes pour les gérer. Les gérer, nous avons déjà des gros problèmes. Aujourd'hui, les guerres ou le terrorisme ou le djihadisme nous a permis de perdre beaucoup d'hommes, soldats, villageois, et nous avons des veuves et des orphelins. C'est vrai, on a créé un projet WAP. Mais ce qui est intéressant, c'est que la politique de protection sociale devait être amenée au niveau des communes, parce que les communes ont des organes délibérants et des organes d'exécution qui peuvent gérer ce qui se passe. Je vois mal un ministre, même si c'est un ministre de la catastrophe, aller de Niamey pour aller dans un village distribuer un sac de riz ou un sac. Ce n'est pas son travail. Ce n'est même pas le travail d'un directeur national, c'est le travail des communes. Les communes, les maires ont été élus, la population a leur confiance aux maires. Il faut que le politique laisse les maires faire leur travail. Aujourd'hui, parce que, et j'ai toujours eu à le dire, parce que le gigot est devenu 1 million, tous les princes sont devenus bouchers. Il faut laisser, il y a une répartition des tâches, des rôles, les gens n'ont qu'à s'assumer. Mais ce n'est pas au président, ce qu'il a dit là, ce n'est pas bon. Et même s'il doit citer les versets du Coran, nous aussi on a un peu regardé le Coran. Mais ce qu'il a dit là, il a écrit en français pour lire. Et ça ne concorde pas avec les dispositions du Coran. Donc il ne faut pas faire un détournement de l'autorité. Il faut permettre
À chacun de faire ça. Les marabouts n'ont qu'à faire leur travail, les chefs traditionnels n'ont qu'à faire leur travail et les autres. Mais il y a une substitution. On ne peut pas permettre à un gouvernement de vouloir se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de forains, des orphelins, des veuves qui ont besoin. Mais pourquoi Bazoum ne prend pas la responsabilité de dire que chacun de nous fait 4 femmes pour au moins résorber le déficit? Ces femmes ont besoin de... c'est pas ces ministres. Non. Il y a aujourd'hui combien de millions? 52% des femmes existent. Dans les 52, il n'y a pas plus de 36,5% qui sont mariés. Mais les restes, ils ont besoin aussi d'être sécurisés. Donc, le président Bazoum doit créer les conditions nécessaires pour sécuriser les individus, les ménages, les familles et la communauté face au risque. Parce que le risque existe et est ambiant. C'était là donc le coordinateur du réseau des organisations et associations du secteur de la santé publique, Dr Idén Germain-Koy, qui réagissait sur le propos tenu par le président de la République, Mohamed Bazoum, à l'occasion de la fête de la Journée nationale de la femme le 13 mai dernier, notamment sur la polygamie. Sur la même question, vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de ce journal l'intégralité de l'interview que nous a accordé hier le coordinateur de l'ONG CONID Niger, Sidikou Moussa. Début ce matin au siège du réseau des organisations et associations du secteur de la santé, Roassen, d'un atelier de renforcement des capacités de coordination régionale. Une rencontre de 2 jours qui vise entre autres à internaliser la mise en œuvre de leurs activités de 2022. Le point avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. L'ensemble des coordinations régionales du regroupement des organisations et associations du secteur de la santé du Niger, Roassen, et celle des immunisations se retrouvent par la présente rencontre pour la coordination, le suivi, la supervision et le plaidoyer en vue de la mise en œuvre des activités. Une rencontre qui se veut la contribution à une meilleure structuration de l'intervention des organisations de la société civile du niveau décentralisé dans le cadre du renforcement du système de santé et de la promotion de l'équité et de la vaccination, ainsi que de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. En marge de l'ouverture des travaux, l'un des organisateurs nous situe les objectifs et attentes. C'est en fait d'améliorer la synergie de travail que nous avons avec nos collègues de la santé. Donc, notamment en les amenant à comprendre comment nous travaillons, comment nous intervenons, et quels sont les objectifs que nous mettons au devant du travail que nous sommes en train de faire, et également voir avec eux comment internaliser notre plan d'action annuel de 2022, les activités qui sont contenues dans ce plan et quels sont les niveaux d'intervention que nous avons prévus pour cette année. Et également les amener à mieux assurer le suivi des activités au niveau donc, des différentes régions et également au niveau des différents districts sanitaires prioritaires, puisque nous intervenons dans le cadre du RSS 3, qui est donc le renforcement du système de santé, donc un financement de Gavi. Donc à l'issue de ces 2 jours de formation, nos attentes, c'est que nos coordinations régionales internalisent donc, les différentes thématiques que nous avons programmées donc, de dispenser, à savoir les informations sur la future conférence internationale que nous sommes en train d'organiser, la recherche des enfants perdus de vue, la gestion des rumeurs, mais également sur un certain nombre de points tels que les opportunités qui sont offertes aux organisations de la société civile, notamment dans le cadre de la stratégie Gavi 5.0. Présent pour la circonstance, un des partenaires stratégiques du Roassen n'a pas manqué de souligner toute l'importance de la rencontre. Je tiendrais à dire que la participation communautaire est très importante pour la réussite de nos activités vaccinales. Et travailler avec la communauté nous fait toujours plaisir. Donc, contribuer au renforcement de leurs capacités ne peut être que appréciable. Aujourd'hui, je suis venu plus proche du Roassen et pour mieux comprendre ce que Roassen fait. Ainsi, nous pouvons également contribuer au rayonnement de ce réseau, surtout dans leur appui dans le cadre du renforcement de l'immunité
des enfants dans le pays. Les 2 jours que durera cette rencontre d'échange et de partage d'expériences permettront sans nul doute de mieux outiller les participants afin qu'ils puissent mener à bien les activités du Roassen. Merci Adamou Soumana. L'Association pour le développement de l'éducation ADE et Tarbiyat a initié un atelier de renforcement des capacités à l'endroit de 25 femmes éducatrices du préscolaire de Niamey. Cet atelier qui a débuté ses travaux ce lundi à l'IFAN rentre dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de la femme célébrée le 13 mai dernier. Précision Ismaël Moumouni, Cheb Guissou. 25 éducatrices de préscolaire à l'école du savoir à travers cet atelier de renforcement de capacité initié par l'Association pour le développement de l'éducation ADE Tarbiyat. Cette dernière œuvre est là simplement pour une éducation de qualité. Vu l'engagement de notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, à éradiquer la corruption et l'insécurité dans notre pays, vu son engagement à promouvoir l'éducation, notre association pour le développement de l'éducation s'engage à lui prêter main forte afin qu'il puisse atteindre ses objectifs. Cette cérémonie est également l'occasion d'inviter le ministre de l'Éducation et ses partenaires à appuyer cette jeune association pour réaliser ses objectifs. Cette quête de ADE Tarbiyat de promouvoir la qualité est appréciée par le ministère en charge de l'éducation. Cette initiative de l'association ADE vient à point nommé, comme si l'on sait que la formation des enseignants nous tient beaucoup à cœur. Pour la recherche de la qualité, il nous faut des formations régulières pour amener les enseignantes à être dans le qui-vive, à être prêtes à comprendre, à maîtriser la substance dont il s'agit. L'instance a été tenue en haleine par ce sketch des enfants du préscolaire de l'école Diori 1 sur la corruption. Où est la sirène? Je ne l'ai pas. Donc va voir le chef. Bonjour chef. On m'a dit de venir vous voir pour manque d'assurance. Donc on va amener ta moto à la prière. S'il vous plaît chef, il n'y a rien à faire pour moi. C'est à toi de voir. Il y a un billet de 1000 francs. Non, il faut voir encore. J'augmente 500. Quelques pièces, allez-y. Merci, chef. Arrête. C'est une pièce de la moto. Voilà les pièces. Où est l'assurance? Il n'y en a pas. Donc, va voir le chef. Bonjour, chef, on m'a dit de venir pour voir pour manque d'assurance. Donc, on va à la prière. S'il vous plaît, chef, il n'y a rien à faire pour moi. C'est à toi de voir. De la moto. Voilà les pièces. Où est la vignette? Il n'y en a pas. Donc, on va voir le chef. Oui, ma fille. La police a pris ma moto. J'arrive tout de suite. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Vous avez pris la moto de ma fille. Oui, elle n'a pas d'assurance. Et vous avez demandé de l'argent. Mais restez, chef. Ce n'est pas bon de prendre l'argent. Vous aussi, il faut avoir vos papiers. Merci, chef. Merci. Voilà, espérons que le message est bien passé. Les délégués du personnel de la loterie nationale, l'OLANI donc, et ceux de la chambre de commerce sont en séminaire de formation qui a débuté ses travaux ce lundi 16 mai 2022 donc à Tillabéri. Durant 3 jours, les participants à ce séminaire seront édifiés davantage sur les thématiques relatives à leur rôle de délégués. Cette session est organisée par le syndicat national des travailleurs du commerce. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Abokar Soleil. Ce sont là les délégués du personnel de la loterie nationale et de la chambre de commerce qui font école autour de ce cadre. Il s'agit d'un atelier de formation initié par le syndicat national des travailleurs du commerce en vue d'outiller les délégués pour mieux défendre les travailleurs. Nous voici réunis pour ces 3 jours, comme vous le saviez, au séminaire de formation syndicale des délégués du personnel
et des représentants des directions de ressources humaines de la Lolani et de la Chambre de commerce sur plusieurs thèmes dont le rôle et la mission du délégué du personnel, les négociations collectives, la culture d'entreprise, etc. Au nom du bureau exécutif national du Centracom, je remercie sincèrement le directeur général de la Lolani et le secrétaire général de la Chambre de commerce qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la réussite de cette formation. Pour ces 3 jours de travaux, de partager et de débattre sur les thèmes cités si haut qui, à notre avis, sont les principales armes que les délégués du personnel doivent se munir pour défendre valablement les travailleurs. Aussi, nos premiers interlocuteurs dans l'entreprise, qui sont les responsables des ressources humaines, doivent avoir la même compréhension et la même interprétation des tests que nous, afin que le dialogue social dans l'entreprise soit constructif. Je ne doute pas de la qualité du formateur ici présent, à qui je demande de bien vouloir partager ses connaissances et ses expériences avec les participants. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation des délégués du personnel de la Lolani et de la Chambre de commerce sur les thèmes le rôle et la mission du délégué du personnel, les négociations collectives et la culture d'entreprise. Dès à l'entame de ses propos, le représentant de la direction des ressources humaines de la Loterie nationale du Niger a remercié ses collaborateurs pour l'intérêt accordé à la formation avant de les exhorter à tirer le maximum de profit. J'adresserai mes remerciements aux délégués du personnel de la Loterie nationale pour avoir effectué le déplacement et assisté à cette formation, et le Centracom aussi. Bon, en second lieu, j'attirerai l'attention surtout des délégués, de l'assiduité et de la concentration surtout, pour pouvoir maîtriser et mieux limiter leur mission, savoir vraiment ce qui leur est demandé et ce qui est vraiment de défendre les intérêts du personnel de la Loterie nationale du Niger. Au cours de ces 72 heures, plusieurs modules seront présentés et débattus entre les participants. Merci Hamza Sakou. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine. Elle est consacrée à l'interview que nous a accordé le coordinateur de l'ONG CONID Niger, Sidikou Moussa, relativement au discours prononcé par le président de la République, Mohamed Bazoum, le 13 mai dernier, à l'occasion de la journée nationale de la femme. À cette occasion, le président de la République a parlé notamment de la polygamie, un sujet qui a suscité des vives réactions au sein de nos concitoyens et qui continue d'ailleurs à susciter ces réactions. Je propose de suivre donc celle du coordinateur de l'ONG CONID Niger, Sidikou Moussa. Très bonne réception. Vous me permettez de souhaiter également bonne fête du 13 mai à nos vaillantes femmes du Niger, mais surtout à ces femmes rurales, en tout cas, qui se battent contre vents et marées pour leur survie, mais également à ces femmes et à ces jeunes filles-là qui, malheureusement, sous la pression de ces groupes armés non étatiques, ne savent plus où mettre la tête. Mais aussi à ces filles qui ont été contraintes, en tout cas, de quitter les bancs de l'école sous simplement l'emprise de ces groupes terroristes-là. Ceci étant, effectivement, comme le commun des Nigériens, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, en tout cas, les propos qui ont été tenus lors de la célébration de la journée du 13 mai par le premier magistrat nigérien. C'est vrai, nous n'allons pas commenter ces propos. En partie, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de vérités quand même qui ont été dites, notamment le fait, en tout cas, de procréer des enfants, de procréer et ne pas assurer la prise en charge de ces enfants-là. Nous sommes des musulmans, nous le savons autant que lui, qu'il est inadmissible. Nous sommes considérés comme des bergers et le jour du jugement, chaque parent aura à rendre compte à Dieu de comment, en tout cas, il a élevé son enfant. Et j'adhère à cette thèse comme quoi, en tout cas, on ne se marie pas pour que quelqu'un prenne la charge de sa femme. Mais on ne se marie pas également pour que les enfants puissent vivre des situations difficiles.
quand on accepte d'être polygame, c'est vrai, il faut d'abord avoir les moyens, mais il faut aussi créer les conditions pour que les enfants qui naissent puissent vivre dans un environnement sécurisé, puissent avoir droit à la santé, droit à l'éducation, droit aux loisirs, j'allais dire en gros droit à la prospérité. Mais si les enfants doivent être considérés comme des fonds de commerce pour qu'en retour, que ce soit eux, en lieu et place d'aller à l'école, qui doivent en tout cas être contraints à travailler pour nourrir les parents, je crois qu'il n'y a pas plus irresponsable que cela. Mais là où les propos, en tout cas du président de la République, dérangent un peu, c'est quand il fait quand même le lien de la mauvaise qualité de notre éducation, la piètre qualité, j'allais dire, et le phénomène auquel il avait fait allusion. Je lui rappelle que lors de sa prestation de serment le 2 avril 2021, il en a pris en tout cas un certain nombre d'engagements et de priorités. Au terme des priorités, je crois savoir que la sécurité était la priorité numéro 1 et l'éducation sa priorité numéro 2. Et à ce niveau-là, il a même dit qu'il prendrait en personne ce chantier-là en charge. Malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'épreuve des faits, on a vu au niveau de l'université de Zender des étudiants qui ont pris l'initiative de construire même des classes en paillotes pour simplement éviter à ce que leurs collègues ne puissent pas traîner par manque de salles de cours. Cela démontre quand même que entre le discours et la pratique, il y a un déphasage. Mais l'autre chose également, c'est que au niveau de la sécurité, on se rend compte quand même que si nous prenons rien que la région de Tillabéri, c'est quand même plusieurs milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. C'est plusieurs centaines d'écoles qui ont été fermées pour cause d'insécurité. Et je pense qu'à ce niveau également, l'engagement qui a été pris, sans risque de me tromper, n'a pas été en tout cas respecté. Mais nous lui rappelons également que lors de son investiture, des propos forts ont été tenus et qui avaient en tout cas rassuré bon nombre de nos concitoyens, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui, ont fini par se convaincre de sa bonne foi. Notamment, c'est quand il prétend en tout cas lutter farouchement contre la corruption et qu'il déclarait en substance que l'appartenance politique, en tout cas de la personne, ou son appartenance ethnique, ou son appartenance régionaliste, ne peuvent pas être en tout cas une couverture pour la personne en cas de manquement dans la gestion de la chose publique, je veux dire dans la corruption. Malheureusement, nous avons eu aujourd'hui des preuves palpables de cette incapacité ou en tout cas de ce manque de courage politique à faire face à cette problématique-là. Comme en démontre en tout cas le dernier rapport de la Cour des comptes, où nous avons vu en tout cas certains ministères ont été épinglés, certains manquements graves ont été en tout cas signalés. Nous avons pensé qu'il avait eu l'occasion de faire un raménagement technique du gouvernement. Tous les ministres qui ont été en tout cas indexés par ce rapport, en principe, ils devraient les décharger parce que la morale chez nous n'existe malheureusement pas chez certains hommes politiques. Parce que quand on vous reproche quand même des manquements de cette nature-là, le bon sens aurait voulu que vous demandiez même à être déchargé pour aller laver en tout cas l'affront et revenir avec une nouvelle virginité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a vu en tout cas également le dernier rapport des marchés publics. Tout ça, nous pensons qu'il y a véritablement une soif des Nigériens à la justice. Mais l'autre chose également, pour revenir à la question de l'éducation, nous pensons quand même que la bienveillance du président de la République qu'il est vis-à-vis de ses enfants, c'est d'abord les allocations budgétaires. Il en a pris dans le cadre de la déclaration de politique générale de consacrer 20% du budget à l'éducation. À l'épreuve des faits, en tout cas, on n'est pas à ce taux-là. Mais ce qui nous choque le plus, c'est, si vous voulez, ce qui va au final à l'enfant. C'est-à-dire on a voté 20% du budget national, c'est beaucoup de milliards, mais l'enfant, par exemple, qui est à Zongo Mozage, ou l'enfant, par exemple, qui est à Zongo Tagamawa, ou l'enfant qui est, par exemple, à Bolsi, qu'est-ce qu'il reçoit? Est-ce qu'il a une classe en matériaux définitifs? Est-ce qu'il est sur des tables bancs? Est-ce qu'il a le matériel qu'il faut? Est-ce que l'enseignant a le matériel didactique? Est-ce que les enseignants sont dans les conditions idoines pour pouvoir en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes?
Je pense que c'est ça le vrai débat. Et je rappelle ici que, en parlant de polygamie, l'article 23 de notre loi fondamentale a été plus clair. Plus que clair, j'allais dire. Les parents ont le devoir et le droit d'élever, d'éduquer leurs enfants. Et l'État et les autres collectivités, de par leur politique publique et leur action, doivent promouvoir une éducation de qualité, gratuite et obligatoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'éducation, elle est de qualité? Je rappelle ici à toute fin utile des statistiques de l'UNICEF, à peine 8% de nos enfants du public, après avoir passé du CI au CM2, à peine ont un niveau acceptable en lecture, écriture et calcul. Autrement dit, les 92% ne savent ni lire ni écrire. C'est un problème. Vous comparez aujourd'hui un élève de 3e, c'est peut-être lui, du Sénégal, j'allais dire, de Dakar, un élève de 3e de Dakar, c'est lui qui a peut-être le niveau de l'élève, de l'étudiant qui a la licence ou la maîtrise au Niger. Il y a véritablement des problèmes. Et le problème, je pense que c'est la gouvernance. C'est ça qu'il faut revoir. Il faut une gouvernance vertueuse qui puisse quand même donner cette envie aux parents d'inscrire leurs enfants à l'école, qui puisse donner envie aux filles de rester à l'école le plus longtemps possible. C'est vrai, nous avons vu en 2017, il y a eu le décret qui protège et qui soutient et accompagne la jeune fille dans le système éducatif jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais nous aurions voulu à l'époque que ça ne soit pas un décret, mais que ça soit une loi. Mais à l'épreuve des faits, on a vu que le courage politique n'avait pas permis d'aller à un décret, à une loi. Et là même, aujourd'hui, face à l'insécurité, on a vu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'échec de l'école nigérienne qui aujourd'hui nous mène dans beaucoup de situations, notamment l'insécurité. Beaucoup de jeunes oisifs, parce que simplement l'école n'a pas été une bonne option pour eux, peuvent décider d'être endoctrinés ou en tout cas d'être enlorés facilement par ignorance par ces groupes terroristes-là. Nous avons vu tout récemment des cas où il y a eu même des jeunes qui se permettent d'enlever des enfants et demander des rançons. Et tout ça là, nous pensons que c'est la vulnérabilité, c'est l'oisiveté, c'est parce que l'école n'est plus cette, si vous voulez, ne donne plus cette opportunité où, j'allais dire, ne permet plus à quelqu'un d'être cet ascenseur social-là pour lui permettre en tout cas d'aspirer à un mieux-être. Je pense que c'est à cela que le président doit s'attaquer. Il doit s'attaquer d'abord à lutter contre la corruption et l'impunité et qu'il se dise, il est le seul qui a juré sur le Coran et devant Dieu et devant le peuple. Et il est le seul qui sera dans sa tombe et il est le seul qui va répondre devant Dieu demain de comment il a gouverné le Niger. Je pense, vous me permettez de paraphraser un peu les propos de l'ancien président, le défunt président Tanja, paix à son âme. Il dit, en substance, la récompense qu'il cherche, ce n'est pas la récompense sur terre. Il veut la récompense de Dieu. Je pense que je pourrais dire ça actuellement à l'actuel président de la République, qu'il prépare déjà cette récompense divine pour demain. Et qu'il laisse également un héritage à la population nigérienne, en tout cas aux enfants et aux jeunes, pour que demain ils puissent dire, enfin, nous avons un président. Et je disais dans un post que je venais de faire tantôt, s'il veut que les jeunes disent c'est Bazoum pour les prochaines élections, ou leurs parents, je pense qu'il doit véritablement lutter contre l'impunité, contre les passe-droits, mais également travailler à ce que l'école nigérienne sorte des chantiers battus. On ne peut pas développer une nation sans école de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai, notre démographie peut être un fardeau, mais on parle de dividende démographique. La Chine n'est pas un fardeau. Le Pakistan ou l'Inde ou le Nigeria n'est pas un fardeau. Qu'est-ce qu'on représente comme population par rapport au Nigeria? C'est moins que la population de l'État de Kano. Mais je pense que c'est une gouvernance vertueuse. C'est une lutte implacable contre ceux qui détournent les deniers publics. C'est cela, la soif des Nigériens aujourd'hui. Et c'est sur ce chantier que nous attendons le président de la République, pas sur la question d'interdire, par exemple, à ses ministres de prendre une deuxième femme. C'est comme s'il y avait obstacle à la volonté de Dieu. Quand Dieu décide que son ministre soit polygame, je pense que ce n'est pas la fonction de ministre. La fonction de ministre passe.
Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là.